directement de faire des demandes de visa. Une demande, deux demandes, trois demandes, quatre demandes. Refusé. Toutes les demandes ont été refusées. Mais pourquoi? Il n'y a pas de raison, on me dit non, il y a des doutes à ce que vous reveniez dans votre pays. C'est le seul motif. Je devais me marier là maintenant, en début 2024, mais voilà, c'est mal passé. Ce n'est pas passé comme prévu. Du coup, on a arrêté de parler. Sinon, les histoires des filles, ce n'est pas vraiment un truc qui m'intéresse. Je veux directement me marier, je n'ai pas envie d'être en couple. Hello tout le monde, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Vibe Nation. Et comme vous le savez, ça n'a pas encore changé, c'est les deux parties. Mais aujourd'hui, nous ferons juste une seule partie parce que notre invité est légendaire. Et c'est important aujourd'hui d'accompagner des jeunes qui sont pétris de talent. Il a l'art de pouvoir séduire les caméras. Aujourd'hui, franchement, il est sur les grands podiums. Ladies and gentlemen, nous recevons ici avec beaucoup d'applaudissements Yaya le Renoir. Ça va comment, frangin? Ça va super bien et toi? Tranquille, hein, pour moi, la vraie définition de humble, c'est toi. Commençons pas avec. Il y a ta petite photo à côté. Ça va comment? Ouais, franchement, ça va hyper bien. Et toi? Bah écoute, j'ai pas grossi, rien n'a changé, tu connais le pays? Non, c'est vrai. En plus, ça fait plaisir de te retrouver parce que la première fois que je suis passé devant une interview, c'était avec toi. Ah, en gros, je sais même pas si tu te rappelles de la date. C'est en 2021, je pense. Ouais. Alors, ce qu'on va faire avant même de démarrer, je te laisse regarder un extrait. Ah. J'étais beaucoup stressé à l'époque. On a repris la partie plusieurs fois en plus. Waouh. En vrai, il y a un petit changement. Waouh. Donc franchement, c'est fou. Le temps passe tellement vite. Dit qu'il y a 3 ans sont déjà passés. Bah écoute, quand tu regardes cette vidéo, comment tu te sens? Franchement, hyper fier. Je me dis la route a été longue, mais voilà, j'ai pas lâché. J'ai toujours cru en quelque chose et finalement, ça est arrivé. Ça arrivé. Je remercie Dieu pour ça. Je pense que c'est la meilleure des choses. Alors, pour démarrer en beauté, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas du tout, comment peux-tu te présenter? Avant, je n'aimais pas dit mon nom sur les réseaux, mais voilà, c'est Mamadou Yaya Diallo à l'état civil et communément connu sous Yaya le Renoir. D'accord. Mannequin, créateur de contenu, même si c'est un peu révolu, j'ai un peu stoppé, mais voilà. Mannequin et créateur de contenu. D'accord. Alors, on va plonger un tout petit peu dans ton enfance d'abord, avant même de rentrer à fond dans ta profession, créateur de contenu, mannequin aujourd'hui. C'était quoi Yaya quand il avait 10 ans? Quand Yaya il avait 10 ans, waouh. C'est beaucoup de souvenirs qui remontent là parce qu'il y a énormément de choses à dire. Yaya, quand il avait 10 ans, déjà je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi dans une petite ville qu'on appelait Guiglo. Et Yaya à 10 ans, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus... qui était dans tout. Voilà, parce que à l'époque, on était avec la famille un peu diversifiée et tout le temps dans la rue, en train de faire des bêtises. Il y a énormément de choses qui remontent. Je ne pourrais pas tout décrire là maintenant, mais il y a 10 ans, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus éparpillé. Éparpillé. Ouais. Et tu étais quel type d'élève à l'école? En vrai, je n'étais pas stable quand j'étais enfant. Voilà, j'étais pas assez stable parce qu'il n'y avait pas les parents à côté. Et à l'école primaire, j'étais un peu bosseur, mais vite fait, j'étais parmi les 20 premiers quand même. À quel moment tu deviens un vrai bosseur à l'école? C'est ici en Guinée. Parce que là, j'avais la tête un peu plus posée. C'est beaucoup plus au lycée, au collège, vers la 11e année. Mais qu'est-ce qui t'enlève en Côte d'Ivoire et puis on te dit, bah, il faut que tu rentres en Guinée? Ce qui m'enlève en Côte d'Ivoire, c'est énormément de choses qui se sont accumulées.
Parce que déjà, on était avec la famille et comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus éparpillé. Il y a mon père qui rentre assez tôt en Guinée, j'avais quoi, 6 ans, 7 ans. Et par la suite, des difficultés qu'on a connues avec la famille et tout, ma mère aussi a décidé de rentrer. Et voilà, tu vois, il y a plus tout ça, il n'y a plus de surveillance, il n'y a plus d'autorité parentale. Je suis qu'avec ma soeur, elle sort le matin à 5 heures du matin, elle revient à 20 heures. Et voilà, je suis seul, j'ai 12 ans, je traîne avec des grands du quartier. Je faisais des imprimeries, souvent de la maçonnerie, on nettoyait. Franchement, c'était beaucoup de choses à la fois. Et par la suite, j'ai commencé à faire des trucs à un âge qui n'était pas censé être fait. Et voilà, après, ça m'a dit, OK, tu viens pour les vacances en Guinée. Et c'est comme ça m'a ramené. C'est là où on t'a piégé. Ouais. Et en vrai, j'ai dit Dieu merci d'être rentré parce que ça m'a beaucoup plus stabilisé. Et voilà, beaucoup de choses sont passées. Et ça a changé. Mais à quel moment tu as le déclic d'être créateur de contenu? Créateur de contenu, c'est comme je t'ai expliqué. Je ne sais même pas comment c'est arrivé parce que c'est ma pote qui m'a partagé un truc sur l'accent ivoirien, Nouchi, et je lui ai fait le mettre dans sa story Facebook. Plusieurs réactions. Elle poste sur TikTok, mais je lui dis d'enlever. Après, moi aussi, je poste, ça fait 1 million de vues. J'ai dit non, c'est pas mon monde. Je supprime aussi. Après, je reposte. Et voilà, je suis monté jusqu'à 300 000 abonnés, mais j'ai supprimé le compte. Et après, j'ai recréé un autre compte. Okay. Et ce qui m'a le plus motivé à rentrer dans le créateur de contenu, c'est un jour, j'étais en 10e année, je quittais à l'école. Après, je faisais beaucoup de recherches sur YouTube, comment avoir de l'argent sur Internet. Ça, tu étais à Abidjan encore? Non, c'est en Guinée, les réseaux ont commencé. Ok. Et là, je tape sur Internet, comment avoir de l'argent sur Internet, sur TikTok. Je regarde un peu parce que j'étais quitté à l'école et j'ai entendu mon frère échanger avec ma mère à propos d'argent. Et il ne pouvait pas lui envoyer, tu vois, ça m'a un peu touché quelque part. J'ai commencé à faire des recherches de ce pas, comment avoir de l'argent sur Internet. Après, voilà, je me suis lancé. Ça est vite parti. J'ai commencé à avoir quelques petits trucs à côté avec des collaborations. Et voilà, je me suis plus investi et ça a fini par apporter quelque chose de beaucoup plus grand. Ça, c'est top. On va revenir après là-dessus. Mais j'ai envie de comprendre, Yaya Le Renoir en famille, papa, maman, comment ça s'est passé? Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup grandi avec son père. J'ai un peu plus passé du temps avec ma mère parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'âge de 6 ans, mon père il est rentré parce que sa mère était tombée malade. Et voilà, c'était, je ne sais pas c'est en quelle année, je ne me souviens pas trop. Et du coup, il est rentré. Quand il est rentré, il n'est plus jamais revenu. On nous a dit des trucs mystiques ont été faits pour qu'il ne revienne plus. Voilà, il ne revienne plus en Côte d'Ivoire. Et là, on est resté avec notre mère un peu. Elle se réveille le matin à 5 h du matin, aller au marché, parce que c'était une commerçante. Aller au marché, elle revenait à 19 h. Et on était avec ma soeur, plus 2 de mes frères. Après, comment ça s'est passé en famille? Ça a été hyper compliqué lorsque mon père il est rentré parce qu'il n'y avait plus ce temps pour tenir toute la famille, tout reposait sur ma mère. Et voilà, il s'est réveillé à 6 h. Et un jour, on était à la maison, il y a plusieurs personnes qui viennent, qui nous disent « Ok, vous devez quitter cette maison. » Parce que voilà, ce n'était pas votre terrain. On louait le terrain, mais on avait construit là-dessus un taudis comme ça, voilà, un truc comme ça dans lequel on dormait. Et voilà, on avait loué le terrain. Ils arrivent et disent « Ok, on veut utiliser le terrain maintenant, vous devez quitter. » C'était hyper compliqué parce qu'on est allé chez la meilleure amie à ma mère qui nous a hébergés dans son salon pendant presque 1 mois. Et voilà, c'était hyper compliqué, il n'y avait plus ce truc-là. Donc ma mère a décidé de rentrer, je suis resté avec ma soeur. J'avais 12-13 ans, voilà. 12-13 ans par là quand ma mère est rentrée. Donc en vrai, j'ai pas vraiment grandi avec mes 2 parents, si je peux dire comme ça. Et c'est après là, on s'est retrouvés en Guinée en 2019, voilà. Et lorsque je suis arrivé à Paris récemment, en 2022, 2 mois après, quand je suis arrivé à Paris, j'ai perdu mon père. Et voilà, en vrai, en famille, ça n'a pas toujours été ce truc-là, comme certains. Mais tu étais proche du père ou de la mère le plus? Je dirais ma mère, parce que mon père, on n'a pas vraiment... Wow. Mais quand tu reviens en Guinée, tu vivais quand même avec tes parents? Voilà, je suis avec mes frères, on vit avec mes frères, on vit ensemble. Et ça se passe hyper bien, il n'y a pas de problème de famille. Non. Super. Alors, comment toi, tu vis la disparition de ton père? J'arrive à Paris, il y a 2 mois après, je suis avec mon agent, on est en train de parler et là on me dit il y a mon père qui a fait une crise.
Et moi, je suis en train d'apprendre à marcher parce que le casting débute bientôt. Je suis en train d'apprendre à marcher, mais ça m'a un peu déstabilisé. J'ai dit à mon agent, OK, vas-y, viens, on arrête, je vais rentrer, je vais essayer de voir il y a quoi. Pendant que je suis en train de rentrer à la maison, j'arrive à la maison, j'essaie à manger. On m'appelle, on me dit non, il est décédé. Je dis, comment ça, il est décédé? Parce que je m'apprêtais en plus à envoyer quelque chose pour pouvoir acheter si jamais il y a... Parce qu'en plus, le docteur, vu qu'il est au village, le docteur, il devait arriver il a mis des heures à arriver carrément parce on l'a appelé à 10 heures et le docteur, il est arrivé presque vers 17 heures parce qu'on est au village, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas vraiment de circulation. Et là, on m'appelle, on me dit il est décédé. Je dis, mais comment ça, il est décédé? Vous venez de me dire qu'il ne se sent pas bien. Et directement, il est décédé. Il faut savoir que 48 heures après sa mort, il m'avait appelé, il était en larmes. Mon père, c'est quelqu'un qui ne plaît pas. Non, c'est impossible, tu vois. Et là, il est en larmes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est là, il me fait des blagues et il pleure et tout. J'ai encore la vidéo dans mon téléphone, carrément. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Et moi-même, ça commence à me faire pleurer parce que mon père, c'est pas, tu vois. C'est pas quelqu'un d'émotif, forcément. Voilà, il est émotif, mais après, j'ai pas grandi avec lui, tu vois. Je peux pas se sentir savoir exactement. Et là, il commence à pleurer. Il me dit, je suis fier de toi. Mais je me dis, OK, tu es fier de moi, ça fait plaisir. Et 48 heures après, on m'appelle, on me dit, non, il a fait une crise. Et directement, ça s'est réveillé dans ma tête. J'ai dit, peut-être c'était un au revoir, il me disait, ou voilà. Et on me dit, il est décédé. Et là, avec mon agent, on me dit, OK, est-ce que tu veux retourner? Je me dis, en vrai, il est décédé. Et l'enterrement s'est fait 24 heures après chez les musiciens, ou même le même jour, carrément. Voilà, 2 heures ça après. dépend de la situation même. Exactement. Et vu qu'il est décédé le soir, ils l'ont enterré le lendemain. Et j'ai dit, même si je rentre, je vais trouver que l'enterrement est déjà fini. Donc, vaut mieux terminer ce que je suis venu commencer, tu vois. Et voilà, c'est comme ça, c'est parti. Ça a été compliqué. Et là, dès que je suis revenu, je suis directement allé au village. J'ai fait mon recueillement sur sa tombe. Et franchement, je pense qu'il m'aide dans ce que j'ai fait parce que tout ce que je fais maintenant, même s'il n'est pas là, je n'ai pas grandi avec lui. J'essaie toujours de voir, OK, qu'est-ce qu'il aurait fait parce qu'il le sait. Tu ressens sa présence, quoi. Exactement. Je sais un peu ce que ça veut dire. Voilà. Top. Maintenant, de créateur de contenu. Tu comprends? Toi qui pètes d'abord TikTok. Moi, je me rappelle, la première fois que je t'appelle, déjà, tu avais 800 000 abonnés. C'est vrai. Tu étais le premier TikToker, avant même Mimi, je me rappelle, qui n'avait pas encore à l'époque des millions. Tu étais le premier TikToker très célèbre, mais que les Guinéens ne connaissaient presque même pas. C'est vrai. Tu vois? C'est des grands humoristes, des grands acteurs, des grandes personnalités de la France. Tu vois, moi, j'ai découvert, j'ai dit, mais c'est un Guinéen? On me dit, oui, c'est un Guinéen. Il faut que j'appelle les jeunes. Franchement, ça m'avait fait hyper plaisir en plus parce que voilà, c'était la première fois. Bel échange en plus. Hein. Ouais, très bel échange à l'époque. Stressé, il y a des caméras, OK, allons. Je dis non, mais je ne suis pas habitué. Qu'est-ce que je veux dire? Non, mais vas-y, on va venir juste te causer. Tu vois, de là, tu exploses totalement, tu gagnes tes millions de vues. Après, tu as été bloqué à un moment donné par TikTok. Est-ce que tu peux nous retracer un tout petit peu cette vie de créateur de contenu? Cette vie de créateur de contenu. En même temps, tu partais à l'école? Ouais, je partais à l'école en même temps. Et en vrai, c'était pas vraiment un monde où je me... Voilà. Le monde où on s'expose, tu vois, c'était pas un truc, je faisais ça beaucoup plus pour l'argent. Parce que voilà, il faudra aider la famille et tout. Ben, c'était un monde que j'aimais... Je vais pas dire j'aimais bien, mais voilà, ça me faisait un peu plaisir de voir plusieurs personnes qui réagissaient, qui disaient « Ok, mais il a quelque chose dans la tête, il nous partage ça. » Et la partie où j'ai vraiment pris ça au sérieux, c'est lorsque je voyais des personnes qui me disaient « Ici à Paris, on est beaucoup plus stressé et quand on rentre chez nous, on regarde tes vidéos, ça nous remonte le moral avec le travail. » J'ai dit « Ok, ça fait plaisir de faire plaisir aux gens parce que voilà, ils sont dans leur monde, le travail c'est stressant et tout, mais s'ils disent que voilà, je les détends quand ils rentrent chez eux, ça fait hyper plaisir. Donc, je vais plus m'appliquer pour voir ce que ça donne. Et avec l'école associée, tout ça, ça ne m'a jamais posé de problème parce que voilà, c'est comme je l'ai dit, arrivé en 11e année, j'étais beaucoup plus quelqu'un de bosseur parce que voilà, je voulais quelque chose de beaucoup plus grand. Et tout est parti de là en vrai. Déjà, toi, tu as des millions d'abonnés, ça peut être pour toi. Comment la transition? Parce que tu étais très quand même sarcastique sur les réseaux. Ça t'avait créé des petits soucis, des freins ou pas? Franchement, non. Le fait d'être très cru. Ils aiment ça déjà parce que même à mon agence, ils me disent reprends toujours les vidéos, mais voilà, j'ai plus envie de garder une image beaucoup plus saine maintenant parce que avant, je disais... Est-ce que ton cerveau, il est sain? Franchement, non.
En privé, il n'est pas sain. Mais en public, j'essaye de garder cette image-là. Ben, sinon, non. Ça m'a jamais posé de problème et je pense pas que ça va me poser des problèmes parce que je suis dans un monde beaucoup plus où on prend beaucoup de liberté et voilà, assumer sa personnalité. Et comment la transition se fait de créateur de contenu à modèle sur les grands podiums? Franchement, c'était pas un truc, même si souvent, voilà, à l'école, on m'appelait, il y avait beaucoup de critiques sur mon physique et tout. Et voilà. Dis-toi, quand je partais même à l'école, je portais à 34 degrés sur Conakry, je mettais toujours des pulls. Et j'ai même inventé une maladie qui disait que j'avais, tu vois, la maladie des os, là, comment on appelle, rhumatisme. Voilà. J'ai inventé ça à l'école, c'est ça qui me permettait de mettre toujours mon pull parce que les gens se moquaient de mon physique. Et la transition, en vrai, j'étais assis, j'ai reçu un message sur Snapchat de quelqu'un qui me dit Mamadou, qui m'appelle directement Mamadou. Je me demande, mais d'où tu connais Mamadou? Le nom, il sort d'où? Parce que c'est un truc que je dis jamais sur les réseaux. Et elle m'appelle Mamadou, j'aime bien comment t'es, ton physique, et j'aimerais discuter avec toi parce que je te vois beaucoup plus être mannequin. Je me suis dit, oh, de quoi tu me parles, toi? J'ai pas répondu et elle m'a dit, après m'en renvoyer un message, elle m'a dit, t'inquiète, c'est pas de l'arnaque. Je vais juste discuter avec toi par téléphone si tu veux. Et elle m'a dit, est-ce que tu as un numéro? J'ai dit non, j'ai pas de numéro. Si tu veux, on s'appelle sur Snap. Comme ça, il n'y a rien qui se passe. Et de là, on décide de s'appeler, on parle. C'est plus son éloquence qui m'a... C'est une femme, mon agent. C'est plus son éloquence qui m'a ébloui au premier abord. Je me suis dit, OK, vas-y, on essaie. Et on a comme ça s'est rappelé. Et voilà, tout est parti de là. On a créé une certaine relation. Maintenant, c'est devenu ma grande sœur au-delà même de mon agent. Et on a décidé directement de faire des demandes de visa. Une demande, 2 demandes, 3 demandes, 4 demandes. Refusé. Toutes les demandes ont été refusées. Mais pourquoi? Il n'y a pas de raison. On me dit non, il y a des doutes à ce que vous revenez dans votre pays. C'est le seul motif. Et de là, je fais la 5e demande qui est refusée aussi. Et là, on est en train de... Je parlais avec mon ami Ibrahim. Et là, il me dit, envoie-moi ton passeport. D'où tu me dis, envoie-moi ton passeport, t'es qui? Je ne savais même pas c'était qui son père. Il me dit, envoie ton passeport. Déjà, lui et moi, on parlait sur les réseaux et il est venu pour la première fois en Guinée. On s'est vu, on a échangé. Et là, il m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas en France pour continuer tes études? Et le réseau, vu que c'est beaucoup plus développé là-bas. Je lui ai dit non. J'ai fait des demandes de visa, mais ça a été refusé. Et là, il me dit, envoie-moi ton passeport. J'ai dit, OK, je t'envoie mon passeport. Je lui envoie mon passeport. Même pas 48 heures, j'ai mon visa. Chill. Qu'est-ce qui se passe? Et là, dis-toi, ça, c'est un truc, peut-être il va le découvrir. Je tape sur Google, Ibrahim Béa Diallo. Il découvre, c'est qui? En bas, je vois Béa Diallo, son papa. Je dis, OK. Dinguerie. J'ai rien dit, je suis jamais revenu là-dessus. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, OK, merci, franchement, c'est hyper gentil. Et voilà, tout est parti de là. Et tu arrives en France pour la première fois. Ouais. Et comment ça se passe pour l'adaptation? Parce que déjà, quand tu arrives dans l'univers que tu ne maîtrises pas, c'est compliqué. J'ai eu la chance, je suis arrivé en été. Du coup, j'ai pas... T'as pas eu les malheurs comme moi qui suis arrivé au moment où il faisait grave, frère. Compliqué, ça caillait de fou. Franchement, je suis arrivé en été, ça s'est passé bien. Et dis-toi, j'ai une petite anecdote. La première fois dans le métro, on rentre. Je vois 2 grands-pères qui sont en train de s'embrasser. Et pour de vrai, j'ai même fait une vidéo là-dessus et ça a fait 3 millions de vues, un truc comme ça. Et là, je vois directement, c'est sorti tellement naturel. Dès que je les ai vus, j'ai dit, Stack là, c'est sorti directement. Et tout le monde a commencé à me regarder, mon agent m'a tiré. C'était même pas notre arrêt, mais on est descendu quand même. Et après, elle m'a conseillé, elle m'a dit, c'est des trucs qu'il ne faut jamais faire ici. Voilà, jamais. Attends. Ouais, l'effet devait être énorme. Franchement. En vrai, tout le monde dans le métro a tourné la tête comme ça. Ils se sont dit, OK, peut-être il y a un djihadiste qui est arrivé. C'est comment. Et directement, on est descendu, c'était pas notre arrêt. Et voilà, en vrai, ça n'a pas été assez compliqué pour moi parce que je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Je suis tout le temps dans mon appartement ou si j'ai des trucs à faire, je sors. Je suis chez moi.
Au niveau de la nourriture, au début, c'était compliqué. Parce que, voilà, comme je t'ai dit, je ne sortais pas. Donc, je ne pouvais pas aller dans des restaurants africains ou faire certains trucs. Mais sinon, en vrai, l'adaptation, ça n'a pas été assez compliqué pour moi. Stop. Mais tu vois, tu viens dans l'univers de la mode. Je suppose qu'avant, ce n'était pas dans tes rêves. En vrai, j'aimais bien ce monde, mais voilà, je me voyais. Tu te voyais pas dedans à voilà. exercer. Ouais. Peut-être tu kiffais à distance. Exactement. Mais là, c'est toi qui es là aujourd'hui. Tes premiers pas, ça se passe comment? Quand tu apprennes à marcher, que tu commences déjà à découvrir d'autres gars qui savent marcher mieux que toi, tu découvres totalement l'univers. Tu vois, c'est totalement différent de ce que tu as l'habitude de vivre. Toi, un jeune Guinéen qui était là, qui pensait peut-être pas que on t'a refusé le visa plus de 5 fois, qui se retrouve en France et qui se retrouve dans un milieu très professionnel. Comment ça se passe? En vrai, ça m'a fait aucun effet au début parce que voilà, je venais de perdre mon père il y a... Le premier défilé que j'ai fait entre la mort de mon père et le défilé que j'ai fait avec 4 jours qui étaient passés, donc ça m'avait fait aucun effet. J'ai fini le défilé, c'était comme si voilà, je venais de rien faire, quoi. C'est lorsque je suis rentré en Guinée, je voyais des retours, je vois sur Facebook, ça fait 26 000 likes, sur Insta, plus de 30 000. Je me dis, mais c'est quoi cet engouement? En vrai, c'est récemment, lorsque j'ai rencontré plusieurs personnes qui me disaient on veut être comme toi, on veut faire. C'est là que je commence à réaliser que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Mais sinon, en vrai, là, je m'assois, je me dis, on s'en fout, quoi. C'est juste un mec qui va marcher, il porte des vêtements. C'est tout, tu vois. Ça n'a pas vraiment créé cet engouement là ou cette émotion. Parce que voilà, j'étais beaucoup plus dans une période où je me disais, ton père, il est décédé, tu es assis à faire à marcher dans des tenues qui ne servent à rien. Au lieu de rentrer, au lieu de rentrer, te recueillir avec ta famille, tu es assis à faire le clown devant les gens. Mais sinon, c'est récemment, j'ai commencé à beaucoup plus avoir ce truc, ok, merci Dieu de m'avoir mis là-dessus. Parce que voilà, quand tu réalises que ça te permet, ça t'ouvre certaines portes, tu te dis, ok, Dieu merci en vrai. Est-ce que toi, tu vis... Parce que tu vois, on dit déjà, généralement, les gars qui sont dans tout ce qui est défilé, on les voit bizarrement des fois. T'as capté ce que je veux dire? On va pas dire certains mots parce que la vidéo va être sur YouTube. Comment est-ce que toi, tu vis ce regard? Parce que j'ai vu que tu avais fait un post où ta mère disait qu'il avait peur que tu ne deviennes ça. C'est vrai. Comment tu vis tout ça? Parce que quand même, tu rencontres des gars comme ça. Maintenant, au début, tu étais choqué. Et aujourd'hui, je suppose que c'est normal pour toi. Dis-toi, même si tu me suivais sur TikTok, tu voyais que souvent, voilà, j'attaquais un peu. Yeah. Je parlais de... Voilà. On avait juste affiché le mot. Voilà. On va pas revenir là-dessus. Mais en vrai, je te promets, et devant Dieu, depuis que je suis dans ce milieu, il n'y a personne qui m'a approché, qui m'a parlé d'homosexualité. On va pas cacher le mot, voilà. Parce que les gens, ils savent. On va pas cacher le truc. Il n'y a personne qui m'a approché, qui m'a dit, OK, je t'aime bien en tant que mec. Mais sinon, je reçois des messages bizarres, par contre. Et ça, même avant même de commencer le mannequinat. Je ne sais pas même si tu as vu, il y a un que j'avais affiché, voilà. Mais sinon, en vrai, et récemment même en Guinée, je pense, attends, est-ce que je pense même hier, je voulais faire un post. Est-ce que je l'ai toujours? Si je l'ai enregistré. Non, je l'ai supprimé. J'ai écrit un truc hier que je voulais poster, mais après, je me suis dit, ça va créer un engouement. J'ai écrit, j'ai dit, depuis aussi dans le mannequinat, on ne m'a jamais approché pour me parler d'homosexualité. C'est pas ici, en Guinée, ça va commencer. Donc, si j'affiche le père de quelqu'un, faut pas... Parce que voilà, hier, il y a un sale truc qui s'était passé, mais je vais pas dire le nom. On était assis et directement, il y a un mec en costard qui arrive, il me dit, OK, ça va, tu vas bien? Je dis, ouais, ça va et toi? Il dit, je te trouve mignon. Comment ça, tu me trouves mignon? Voilà, j'étais arrêté, il y a pas... Je me dis, OK, peut-être c'est un prank, vu qu'il y a toutes les caméras maintenant. Je voulais mal réagir. OK, merci. Et là, je décide de bouger. Il me suit. Tu veux quoi? J'ai dit, OK, monsieur, vous voulez quoi? Il dit, est-ce que je peux avoir ton contact? Je vais échanger avec toi parce que voilà, je te trouve appréciable. J'ai arrêté une moto ici parce que j'allais l'insulter devant les gens et ils vont dire, j'ai mal réagi, j'insulte le papa de quelqu'un. Mais sinon, en vrai, dans le milieu du match, pour le moment, peut-être ça arrivera, on ne sait jamais. Mais sinon, pour le moment, je vis ça bien. Mais au début, j'appréhendais le milieu très mal. Je ne vais pas mentir. Toi, tu rêvais d'être quoi déjà après les études? Tu voulais faire quoi? C'était quoi ton plus grand rêve? Plus exceller dans le droit parce qu'il y a mon frère qui est là-dedans.
Je veux plus être avocat ou juge, un truc comme ça. C'est plus dans ça que je me voyais. Mais sinon, pas en dehors des études. C'était quoi ta plus grosse déception? Plus grosse déception. Pour le moment, je pense que j'en ai pas. Et le moment le plus fort de ta vie? Un moment que tu as dû savourer énormément. C'est lorsque j'ai reçu ma première paye du mannequin et je l'ai directement envoyé à ma mère. Et c'était combien? C'était. C'était dans des sommes un peu. Hein? Mais franchement, c'est plus le moment fort. Et ça, c'est un truc, ça reste dans ma tête. Ça devait être bien, t'as vu? De toute façon, il a sorti la chose. C'était... Ah. On va revenir là-dessus. Quand tu étais créateur de contenu, le plus gros montant que tu as reçu? Franchement, en Guinée, c'est compliqué. D'accord. Mais sinon, en France, c'était 1500 €. Et en Guinée? En Guinée, il y a une boîte de communication qui m'a, je ne vais pas dire le nom, qui m'a contacté, qui voulait que je travaille avec eux. Ils m'ont dit, pour 8 postes dans le mois, on te propose 2 millions. Ah. Quelqu'un qui a touché 1500 € à faire avec 2 2 millions millions. pour... Ah. Mais sinon, en Guinée, je pense que c'était un truc de 4 millions, mais j'ai oublié c'était avec qui. C'était 4 millions. Mais Comme ça. TikTok, tu avais déjà commencé à rémunérer ou pas? TikTok ne m'a jamais rémunéré en vrai. C'est plus les pubs que je faisais parce qu'en Afrique, les comptes, ils sont pas rémunérés. D'accord. Top ça. Maintenant, la question peut-être très... Tu vois, ce sujet, c'est important. C'est l'argent et les femmes. Je sentais ça, vas-y. C'est l'argent et les femmes. Ok. Tu comprends? Depuis, tu as cette lumière, tu vois. Est-ce que toi, tu courtises les femmes ou c'est les femmes qui te courtisent? En vrai, il y a la caméra et je prends Dieu en témoin. C'est pas pour le moment, j'ai jamais été en couple déjà, voilà, ça faut le savoir. Il y a un truc que j'affichais, voilà. Ton je le sentais venir, donc j'arrive directement. D'accord. On va revenir là-dessus. Non, je parle directement de ça. Okay. Au début, c'était 2022 ou 2021. Je faisais des vidéos avec une fille, mais voilà, il n'y avait absolument rien, c'était un truc de buzz. Et même là, il s'est marié, il n'y a même pas 4 jours. Yeah, qu'est-ce que tu viens de nous faire là? Je te montre la photo pour la preuve. Je te montre le truc pour la preuve. Attends. Mais je vais pas montrer à la caméra, voilà. Non, t'inquiète. Attends, est-ce que je l'ai ici? Attends. Voilà, t'as vu? Elle s'est mariée il n'y a même pas 4 jours, là. Ça, on n'a jamais été en couple, c'était un truc de réseau. Et pour moi, avec les filles, c'est pas... Pour le moment, je ne me mets pas là-dedans. Et je parlais à une fille. Là, par contre, je ne vais pas mentir, je devais me marier là, maintenant, en début 2024, mais voilà, c'est mal passé. C'est pas passé comme prévu. Du coup, on a arrêté de parler. Sinon, les histoires des filles, c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse. Je vais directement me marier. J'ai pas envie d'être en couple. C'est pas un truc qui m'intéresse. T'as pas envie de vivre aucune expérience. Aucune expérience. Je vais directement aller droit au but. Mais pourquoi annuler un mariage que tu voulais faire? Ça s'est pas passé comme prévu. Il y avait de... Il y a la vie privée de quelqu'un qui va rentrer là-dedans et j'ai pas envie qu'elle m'envoie un message après pour me dire ok, tu parles de moi ou... Ouais, t'as raison. Faut protéger la vie privée des gens. Ça s'est pas passé comme prévu. Alors parlons d'argent. Comme tu sais aujourd'hui, tout le monde pense qu'il est très facile de faire de l'argent sur les réseaux. Tu comprends? Comment toi tu vois ça? Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, on a une nouvelle génération qui pense que tout est facile, tout est acquis, qu'on peut s'enrichir d'un trait. Et comment tu vois tout ça? Franchement, je pense que chacun a sa façon de gagner son argent sur les réseaux. Certains le font comme on le voit, et d'autres se battent comme toi, qui font des vrais trucs pour avoir des... Chez EDG. Salut Nogo. Coupe les caméras, s'il te plaît. Donc toi, déjà, tu n'es pas dans le jugement. Ouais, ça c'est clair. D'accord. Il y a le Renoir et la religion. Est-ce que tu es un pratiquant? Ouais. Franchement, ça qui me permet de beaucoup plus garder les pieds sur terre et de pas aussi m'extravertir comme le font certains de mes amis, si je peux dire. Il ne faut pas que je prenne d'exemple particulier. Mais sinon, la religion, ça m'aide beaucoup. Moi, j'ai envie de savoir aujourd'hui, tu es sur les grandes scènes, mais c'est quoi tes projets futurs? Comment tu te vois dans l'avenir?
Énormément de choses. Déjà, je pense à créer une marque sur laquelle je travaille. Mhm. Et projet futur, en vrai, je pense beaucoup investi. Je ne sais pas dans quoi pour le moment. J'ai certains trucs à côté déjà, mais voilà. Beaucoup plus revenir en Guinée et aller en Côte d'Ivoire. Réinvestir tout ce que j'ai déjà gagné. Mais sinon, en vrai, je ne me vois pas dans un milieu. Parce que le mannequinat, ce n'est pas un truc que je pense que je vais faire à plein temps dans 4 ou 5 ans. Enfin, je ne sais pas. Je le dis juste comme ça parce que c'est ma vision. Mhm. Mais sinon, à l'avenir, je me vois beaucoup plus sorti de tout ce qui est, comment je vais dire, réseau, Tout ce qui t'est tout exposé ce qui est normalement. public, voilà, tout ce qui est public, ou voilà, beaucoup plus dans le privé maintenant, être entrepreneur. C'est quoi la grosse scène qui t'a vraiment marqué? C'est lorsqu'on nous a vidé de notre maison. Ça, c'est un truc, ça va jamais quitter. C'est là. Souvent, même quand je vais dépenser, souvent, je me dis non, fais pas de bêtises. Il y a des gens qui t'attendent derrière. Si tu veux jamais revivre ça, réfléchis à comment tu vas mieux garder ton argent ou mieux comment tu vas le réinvestir ou le repartager. Mais sinon, quand ils sont revenus, c'était très brutal. Et tu étais tout petit, tu avais 12 ans, tu vois ta mère qui se bat, qui pleure. C'était la première fois que je voyais ma mère pleurer en plus. Et là, on dort dans le salon de quelqu'un qui se réveille le matin, qui passe pendant que nous, on dort. Franchement, ça reste là. Ça quitte pas. Donc, c'est ça qui c'est ton motivateur. Carrément, je pense que ça m'a créé un traumatisme parce que c'est un truc, ça va jamais s'effacer. Ça va rester là. Et toi, tu penses que tu vas éviter ça à tes enfants? C'est plus pour ça que je me bats. C'est plus pour ça que je me dis, fais pas des bêtises, faut pas ta vie en l'air. C'est pourquoi tu me verras jamais dans certains trucs parce que je sais que la vie, ça va vite. À tout moment, tout peut s'arrêter. Et voilà. J'essaie de profiter comme je peux, de garder comme je peux et de mieux apprendre comme je peux et mieux repartager et redistribuer comme je peux. C'est quoi la plus grosse marque qui t'a marqué, par contre? On t'a dit, bah, là, tu as un défilé, mais tu t'attendais même pas, c'était quelle marque? C'était... C'est là. Parce que faut savoir qu'il y a des gens, ils voient juste le beau côté des choses. C'est récemment, quand j'étais à Milan et j'ai fait Fendi, faut savoir que déjà, j'étais là et je devais pas y aller parce que c'était la Fashion Week Homme. Mhm. Mais c'était beaucoup plus compliqué parce que les noirs, ils n'étaient pas en vogue. C'était beaucoup plus les blancs. Parce que ça arrive souvent, il y a des saisons où c'est les blancs qui défilent plus que les noirs. Mhm. Et là, j'arrive 2 jours après, les castings ils ont déjà commencé et tout. J'ai fait les castings, mais on me dit toujours thank you. Parce que quand tu marches devant les directeurs de casting et il te dit, si jamais il t'aime bien, il te dit ok, see you, ou voilà, tu vas essayer un truc. Ou quand on te dit thank you, c'est fini, quoi. Et là, il reste que 2 jours de Fashion Week à Milan. J'ai encore rien. Je rentre à la maison, je pleurais carrément. J'étais dans le bus et je pleurais. J'étais à même pas 2 minutes de chez moi. Mon agent m'appelle et me dit t'as Fendi qui veut te voir. Je dis, mais comment ça, ils veulent me voir? Ils m'ont dit thank you. Et elle me dit, demain, t'as rendez-vous à 9h chez eux. Dis-toi, à 6h, j'étais déjà devant le lieu de Fendi. J'ai même pas déjeuné. J'ai attendu 3 heures devant là-bas. Même pas que j'ai coupé mon téléphone parce qu'à tout moment, ils peuvent m'appeler, ok, t'es annulé, reste chez toi. Et j'ai coupé mon téléphone. Je suis resté là-bas jusqu'à 9h et ils m'ont fait des essayages, on a pris des photos. Et je me suis retrouvé sur le défilé de Fendi. J'ai dit, waouh, c'est fou. Mamadou qui fait Fendi, non, c'est incroyable. Franchement, c'est le truc qui m'a... Dans le mannequinat, pour le moment, c'est le truc qui m'a vraiment rendu émotif. Et je vois quand tu m'expliques ça, je comprends qu'il y a une grosse galère derrière. C'est quoi les difficultés énormes que toi, tu as rencontrées? Franchement, là, si tu vois souvent mes posts, je parle souvent de ça sur Facebook. Je fais des posts pour avertir les gens. Ils voient juste le beau côté de la médaille, ils ne voient pas le réveil. C'est un monde qui est hyper compliqué, où il y a beaucoup de concurrence. Parce que la première fois quand j'ai été à Paris pour ça, je suis rentré chez moi parce que sans rien. Parce que c'est après les droits d'image que j'avais reçus. Parce que voilà, il faut savoir que souvent il y a des droits d'image que tu peux toucher peut-être 2000 € ou 3000 € ou plus. C'est intéressant. Ça, ils ne s'attendaient pas que ça allait sortir comme ça aussi facilement. Non, je m'attendais. On a dit parler sans filtre. Donc, je cache rien. D'accord. Et du coup, je suis rentré sans rien. Et tu vois, après, moi, j'ai la chance, j'ai des parents qui s'attendent à rien.
Non, ils s'attendent à quelque chose de moi, mais quand je dis ils s'attendent à rien, c'est pas qu'ils vont te mettre la pression. La pression. Voilà, on veut ça, tu as été en France, tu n'as pas apporté ça. Non, j'ai pas vraiment eu ce problème. Et je suis rentré, j'étais endetté en plus parce que on te prend le truc, l'argent, c'est de prendre ton billet d'avion, ils te prennent ton hôtel, ton argent de poche. Et tout ça, quand tu calcules, c'est énorme, surtout quand tu viens d'Afrique. Tu viens du Nigeria, de la Guinée, ton billet d'avion, peut-être 1500 ou 1000 euros. Ton hôtel, Paris, ça coûte cher. 30 euros la nuit, tu fais 2 mois ou 3 mois. Quand tu calcules, ouais, c'est énorme. Et le problème est qu'il y a certains, lorsqu'ils reviennent, ils reviennent endettés. Et même quand ils repartent encore, ils sont toujours endettés. Et on peut résilier leur contrat par la suite. On les poursuit on va pas les poursuivre en justice, mais on va les demander de rembourser l'argent. Mais font comment s'ils n'arrivent pas à rembourser? Exactement. Et c'est plus ça que j'essaie de mettre en garde. Quand vous voulez vous lancer, attendez-vous à des difficultés. Ne vous dites pas, OK, peut-être Yaya, il fait ça, il fait ça. Chacun a ses chances. C'est pourquoi je dis jamais à quelqu'un ne fait pas. Tu veux essayer, va. Ça ne marche pas, tu ne diras pas, c'est moi. C'est pourquoi je me mets pas dans des trucs où je fais des posts pour montrer une belle vie. Si tu remarques, je ne fais jamais ça. Je poste juste ce que je fais. Ma belle vie, je la vis en privé. C'est tout. Je ne vais pas afficher. Après, ça va t'envier, ça va te porter l'œil. C'est compliqué. Exactement. Du coup, j'évite. Ce pas des trucs que je fais. Et toi, tu rentres déjà, tu es endetté. Comment tu payes tes crédits là où tu n'as pas encore fini de les payer? En vrai, j'avais pas de grosses dettes. J'étais qu'à moins 500 euros de dettes, un truc comme ça. Ok, ça va. Et du coup, lorsque les droits d'image sont tombés... La vie était belle pour le frangin. Les droits d'image sont tombés, ça a remboursé. Et même quand je suis reparti, ça a payé aussi mon billet d'avion, mon hôtel. Du coup, tout ce que je gagne maintenant, c'est les bénéfices, quoi. J'ai plus de dettes. Et je pense que ça va plus arriver. Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que si le frangin déjà a défilé pour Fendi... Non, en vrai, ça va. En vrai, les gens, ils pensent que les défilés... Je vais rien cacher. Les gens, ils pensent que les défilés, ça paye gros. C'est pas les défilés qui payent. C'est plus les défilés, tu peux prendre un défilé, s'ils t'ont plus payé. Par exemple, chez Dior, tu peux prendre 2000 euros pour un défilé. Mais souvent... En une journée. Un seul défilé. Quand même, hein. Et non, mais attends, tu vas voir. Et il y a certains défilés où tu peux prendre 400 euros. D'accord. Mais la base d'un défilé, c'est 400 ou 350. Il n'y a pas moins. Du coup, supposons 350, tu fais au moins 10 défilés. Ça va en vrai. Ça va, hein. On ne se plaint pas. C'est pourquoi je garde toujours là. Parce que je me dis, il y a certains, ils se réveillent à 6 h du matin. Ils travaillent peut-être jusqu'à 19 h, tout ça pour toucher 1 500 000 francs, 1 500 000 de francs guinéens. Et tu as quelqu'un qui va, il pose, il marche peut-être 5 minutes et il touche plus. Mais après, le stress qui est derrière ça aussi, hein. Faut pas oublier. En vrai, le stress, c'est le casting, quoi. C'est plus ça qui est compliqué. Mais frère... Assez compliqué, par contre. Ça te bousille les neurones parce que... Il y a certains tombent en dépression. La dépression, des fois, tu rentres sans que personne ne te regarde. Exactement. Et après, à un moment donné, tu te dis, wesh, mais c'est pas bien. Après, est-ce que ça ne crée même pas des envieux parmi les modèles? Exactement. Est-ce que toi, tu as rencontré... Même dans le milieu du mannequin, entre mannequins, à part quand on est pote, mais sinon, on ne va jamais se dire, OK, je fais ça demain. Parce qu'à tout moment, même souvent, quand tu es confirmé pour un défilé, 2 heures avant le défilé, on peut t'annuler. Pour te dire ta tenue n'est plus valable pour le défilé. Et du coup, c'est quand tes potes ils vont te voir sur le défilé après, ils vont dire, ah, mais t'as fait ça, tu vois. On va jamais se dire, OK, j'ai ce défilé. À part c'est quand on est frangin, on se se dit tout. Mais sinon, en vrai, tu vas jamais partager. Est-ce que tu as développé des amitiés dans ce milieu? J'ai pas mal d'amis, mais plus de connaissances. Mais sinon, j'ai beaucoup d'amis. Et il y a un gars à qui je fais un coucou qui s'appelle Mahmoud, Baba, MK, plusieurs personnes qui arrivent. Et ça, c'est mes gars suivis, les Sénégalais. D'accord. Est-ce que toi, quand tu te regardes aujourd'hui, tu prends un peu de temps pour toi, tu regardes tes défilés, tu regardes tes anciennes images, quelle lecture vraiment fais-tu de ton parcours? Une lecture que j'ai fait de mon parcours. En vrai, je me dis juste, t'as pas lâché. T'as cru en quelque chose, tu sais pas quoi, et tu as foncé sans vraiment penser à ce qui allait te tomber dessus. Voilà. Tu as bossé, tu as cru, tu as foncé, et ça a payé. T'écris beaucoup quand même souvent, hein? J'ai remarqué. C'est récemment j'ai développé ça parce que tu vois, plus que quand tu voyages, c'est plus quand vous partez faire des castings, vous êtes avec des amis ou sinon. La plupart du temps, tu te retrouves seul dans ta chambre,
Et c'est plus là que j'ai commencé à développer quelques trucs d'écriture. Et ça me permet de me libérer parfois parce que j'ai personne avec qui parler. Est-ce qu'un jour on doit s'attendre à un livre de Yaya? Non, je pense pas. Mamad? Non, je pense pas. Je pense pas que ça va arriver. Carrément, il y a une dame qui m'a contacté, elle m'a dit viens, on est. J'ai dit non, c'est pas un truc qui m'intéresse. Je pense pas. Et si jamais ça devait arriver, ça va jamais sortir sur Yaya Le Renard ou Mamadou. Ça va être un truc comme ça. Mamadou au cinéma, tu te vois? Peut-être. Peut-être. Ou bien c'est déjà fait même. Je sais pas, peut-être ça viendra, Inch'Allah. J'espère. Tout compte fait. Si ça se fait, il ne s'attendait pas forcément à une question comme ça. Si ça se fait, c'est bien. Parce que. C'est même très bien si ça se fait. Mais c'est déjà fait. Bon, c'est qui j'ai jamais dit ça, peut-être. On reste dans le secret professionnel parce qu'on sait jamais. J'ai jamais dit cinéma, c'est lui qui l'a dit. Donc, si jamais il a dit, peut-être il a un rôle pour moi. On sait jamais. Moi, j'ai rien dit, mais Inch'Allah, ça arrive. Quels sont les artistes rap guinéens que toi tu écoutes? DJ Striker, MC Fresh, non? Ouais, MC Fresh, Déboutoir, c'est plus. Jupiter, c'est pas un rappeur. Non. C'est, voilà. Jupiter, MC Fresh, Striker et Déboutoir. Alors, si tu avais l'occasion de te résumer en 3 mots. Croyance, résilience, travail. C'était un plaisir de t'avoir ici pour pouvoir discuter. Merci. Et ça fait la 2e fois. Lui, c'est la personne que je pense que peu importe si jamais je perds dans la vie, ça va jamais changer. Il m'appelle là maintenant, on va faire ça. Je vais toujours venir parce que c'est quelqu'un qui m'a fait connaître ici en Guinée. Et pour ça, il n'y a pas de remerciements, juste merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse. Merci de mettre en lumière plusieurs talents à travers tes activités que tu fais. Et franchement, ça fait hyper plaisir d'avoir des gens comme toi ici en Guinée. Parce que c'est rare. Ça fait plaisir aussi de voir des frangins qui montent. Hein. on se voit tous là-haut. Merci beaucoup. C'était tout bien sûr pour ce numéro. On se retrouve pour un prochain numéro. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à aller le refollow encore sur les réseaux. Même si je sais qu'il peut disparaître et réapparaître à tout moment. Allez, prenez bien soin de vous. Et surtout, abonnez-vous, c'est très important. C'est important, il a dit. Voilà. À très bientôt. Ciao.